Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Les Palestiniens signent la déclaration d'Alger, une prouesse diplomatique inespérée en vue des profondes divisions qui traversent les mouvements politiques palestiniens avec un bras de fer complexe entre le Fatah de la Cisjordanie et le Hamas de Gaza. C'est donc l'aboutissement d'une médiation algérienne de près d'un an après l'échec de nombreuses tentatives infructueuses auprès de 14 factions palestiniennes et qui s'engagent désormais à se présenter en rang unifié au sommet d'Alger le 1er novembre à venir. Un consensus politique qui pourrait remettre la cause palestinienne au cœur de l'agenda de la Ligue arabe. Ces dernières années, les différends politiques et idéologiques entre les mouvements palestiniens ont grandement servi à l'entreprise colonialiste israélienne. Les accords de normalisation conclus avec plusieurs pays arabes menaçant de liquider définitivement le processus de paix international. On reçoit pour en parler d'abord sur le plateau Kamel Mensari, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également Abdelkader Soufi, politologue et enseignant universitaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et puis via Skype, à partir de Genève, nous avons avec nous M. Riyad Sidaoui, écrivain, journaliste et analyste politique. Bonsoir M. Sidaoui, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, puisque plusieurs tentatives, je le disais, de réconciliation entre les factions palestiniennes, menées notamment par la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, n'ont pas abouti. Comment expliquer aujourd'hui le succès de la médiation algérienne? C'est l'Algérie, c'est le système de valeurs du 1er novembre 1954, c'est le respect, comment la révolution algérienne a gagné contre le colonisateur français. Qu'est-ce qui se passe avec nos frères palestiniens? Personnellement, j'ai eu toujours cette problématique de ma tête. D'ailleurs, j'invite des doctorants, des étudiants de faire une thèse de doctorat comparative entre le FLN et l'OLP. Pourquoi l'Algérie a réussi? Pourquoi les Palestiniens n'ont pas réussi? Parmi, évidemment, les grands facteurs, c'est les divisions au sein des Palestiniens. Personnellement, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'interviewer Georges Habash en 1991, juste quelques jours avant la guerre du Golfe. Et j'ai 1h30 avec lui et il m'a expliqué que vraiment on a besoin d'unifier nos forces. Il m'a dit pour le moment je suis avec Yasser Arafat. J'ai assisté aussi à plusieurs conférences de Yasser Arafat. La révolution palestinienne était grande mais traversée par des divisions assez graves. On a une autorité à Gaza, locale, d'autres à Ramallah. On parle de 14 organisations palestiniennes, de gauche comme de droite, libéraux, nationalistes, etc. Tout ça, c'est trop. Pourquoi ne vous inspirez pas du modèle révolutionnaire algérien? Le FLN, quand il a déclenché le 1er novembre 1954, en 1956, Abel Hamdan a contacté les partis politiques et c'était l'obligation de s'adhérer au FLN en tant que personne, non pas en tant que parti politique. Et ce que c'est fait avec l'association des ulama, avec Farhat Abbas et son parti politique, avec les centralistes. Vous soyez les bienvenus au sein du FLN, mais non pas en tant que parti politique. C'est un front qui ne regroupe pas les partis politiques. Des tendances politiques, d'accord, aucun problème, mais au plan organisationnel, il faut une seule organisation. L'entité sioniste a largement profité de ces divisions palestiniennes. Un petit rappel, la dernière agression contre Gaza, les sionistes ont dit finalement nous on n'attaque pas ni Hamas ni Kataib Abou Ali Mustafa qui appartient au Front populaire de la libération de Palestine, mais on attaque uniquement le djihad islamique. Donc diviser pour régner, c'est ça l'enjeu de l'entité sioniste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil, une victoire de l'Algérie, du peuple algérien, de tous les Arabes et de la cause palestinienne sur le sol algérien. Alors justement, Monsieur Sidaoui, vous parlez de l'unification des rangs des Palestiniens avant la création d'une direction unifiée, alors que les précédentes médiations avaient axé leurs efforts justement sur cette direction unifiée. Finalement, le point focal de cette médiation algérienne, c'est justement de la réconciliation et l'unification de toutes les sensibilités politiques palestiniennes.
Oui, parce que l'Algérie a le respect, à l'héritage symbolique, à ce qu'il appelle Pierre Bourdieu le capital symbolique historique de sa révolution. Et comment pas, on ne s'inspire pas de la révolution algérienne. Les Palestiniens l'ont bien compris. Ils ne vont pas semer la discorde sur le sol algérien d'1,5 million de martyrs algériens. Donc, ils ont bien compris, c'est leur dernière chance. Et en plus, ça s'inscrit dans un nouvel cadre d'ordre mondial. Le monde a bien changé. Donc, on est en train de refaire, si vous voulez, le monde arabe, les années d'or, les années 60 et les années 50, où les mouvements de libération étaient assez forts, où le monde était divisé entre deux blocs. Aujourd'hui aussi, la conjoncture internationale favorise la lutte palestinienne pour la libération de leur territoire et le soutien inconditionnel de l'Algérie. L'Algérie a toujours dit qu'on est avec les Palestiniens, on est avec la Palestine, Zalima ou Mazloum. C'était le slogan principal de l'Algérie en tant que révolution, ou le président Awad el-Medine ou les autres. Donc c'est une chance pour les Palestiniens et les Arabes et les Algériens. Et je pense aujourd'hui on a eu cette victoire qui est à la fois pragmatique, rationnelle et aussi historique. Kamel Mensali, votre avis sur cette médiation algérienne, pourquoi elle a fait la différence selon vous ? D'abord, il faudrait rappeler quelques fondamentaux sur justement la question palestinienne, parce que il faut se rappeler que les divergences entre Palestiniens, surtout les factions, la faction Hamas, la principale faction à Gaza, plus le Fatah en Cisjordanie, ont atteint un degré tel qu'il y a eu des confrontations armées entre les deux camps. Donc l'Algérie est soucieuse que le sang cesse de couler entre les Palestiniens. D'abord, parce qu'il faut bien mettre fin à cette situation qui a profité en l'occupant israélien, et en même temps l'Algérie, de par son éloignement sur le plan géographique et géopolitique de la question en termes d'ingérence. L'Algérie n'a pas fait preuve d'ingérence, c'est-à-dire que la plupart des factions palestiniennes ont été taxés de proximité avec des pouvoirs, que ce soit l'Arabie Saoudite qui ne reconnaissait que l'autorité palestinienne, le Fatah, le Qatar qui ne reconnaissait que le Hamas. D'ailleurs, l'émir Khalid Ben Hamad a fait visiter le Gaza, donc ça a été vraiment un appui politique pendant le printemps arabe. Il y a aussi l'ingérence égyptienne et dans la question palestinienne, et le dossier palestinien a été pendant longtemps la chasse gardée de l'Égypte. Donc il y a cette réalité d'abord. Donc les Palestiniens, au vu de ce qui s'est produit au cours de toutes ces années, il y a d'abord, il ne faut pas oublier que la base de la population palestinienne est en train de pousser. Il y a beaucoup d'agitation dans les communes, ce qu'on appelle les cellules khalaya, étaient ces derniers temps agités et poussés parce que la situation est devenue exécrable, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, en raison de ces divergences qui ont retardé la formation d'un gouvernement et de donner un éclairage ou bien une vision sur l'avenir de cette cause. Au lieu d'être une cause israélo-palestinienne, elle est devenue une cause palestino-palestinienne. Donc c'est un fait inédit dans les annales des luttes pour la libération des pays. Si l'Algérie a réussi sa révolution grâce à l'unification autour d'un seul front de toutes les tendances politiques. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Algérie bénéficie d'une réputation d'un pays tout à fait en faveur de cette cause, et que la population palestinienne le sait, et que les populations et la base ne permettraient pas à toutes les directions, le moindre faux pas avec l'Algérie. On ne peut pas dire aux Algériens, on ne viendrait pas. C'est la première fois que toutes les factions se réunissent à Doha. C'était en 2012, ça a été une réunion entre le Fatah et le Hamas pour justement créer un gouvernement d'union nationale. En 2005, auparavant, il y avait une tentative égyptienne pour essayer de rassembler toutes les factions palestiniennes pour mettre fin aux divergences nées après les élections de 2005. Et puis, il y avait cette divergence entre le Hamas et le Fatah qui a eu lieu jusqu'à 2019, lorsque Ismail Haniyeh continuait à avoir son propre gouvernement à Gaza. Il gouvernait, le Hamas gouvernait Gaza, et de l'autre côté, le Fatah gouvernait la Cisjordanie. Donc, ça a créé une sorte d'une révolution bicéphale avec deux entités, deux directions différentes.
différentes et avec deux objectifs différents. Donc ça, la base, enfin la population palestinienne était vraiment excédée par ce tiraillement qui ne faisait pas avancer la cause palestinienne. Et puis il y avait de la pression de l'extérieur. Les Palestiniens de l'exode, de la diaspora, poussaient aussi. Ils sont partout dans le monde. Ils ont fait en sorte à ce qu'ils ont peser de tout leur poids pour que la question palestinienne, la divergence s'estompe et se dissipe et pour qu'on aboutisse à un consensus interpalestinien. L'Algérie fait quoi? Elle fait preuve d'un pays tout à fait fiable pour la cause palestinienne. Deuxièmement, on voit un petit peu ce qui se passe depuis l'accord d'Abraham, que la cause palestinienne n'est plus au premier degré des agendas de beaucoup de pays. Elle a été abandonnée, surtout les pays voisins géographiquement. On pense à les Émirats, on pense à l'Arabie Saoudite qui s'est repliée. Donc, ça crée une sorte de malaise au sein de la population palestinienne. Quel a été l'échappatoire? La bouffée d'oxygène, c'est l'Algérie. Donc, on est là face à cette réalité. L'Algérie, si elle a réussi à le faire. Et puis un point très très important. Oui. Pour la première fois, on voit le djihad islamique assister aux côtés de toutes les autres forces. Il ne l'a jamais fait, ni en 2011, ni en 2005. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça explique, je vous ai dit au départ, personne ne peut en aucun cas dire non à l'Algérie parce que ce n'est pas une décision politique, mais c'est une décision populaire. Toute la base des partis, c'est-à-dire le citoyen ordinaire, lambda en Palestine, c'est l'importance symbolique de l'Algérie. C'est un pays de révolution. L'affection aussi que lui porte. Il y a au-delà de l'émotionnel, il y a ce qu'on appelle du côté pratique. C'est un pays fiable pour les Palestiniens puisqu'il a porté cette cause depuis 1962. Abdelkader Sofi. Oui, au fait, moi j'énumère au moins 5 points importants et cruciaux dans le développement de la question palestinienne. D'abord, toutes les tentatives qui ont échoué et qui, faute d'avoir, j'allais dire, surtout par rapport à des motifs d'ingérence, entre autres, et donc autant de moyens ou d'éléments qui ont fait que les actions passées ont échoué, aussi que la divergence au sein d'abord de l'unité arabe, donc de la Ligue arabe. Oui. Ensuite, ça s'est répercuté sur la question palestinienne et l'ensemble des fractions palestiniennes. Ensuite, donc, il y a la volonté de l'Algérie exprimée à travers le président de la République de vouloir réunir les Palestiniens pour un objectif commun et mettre donc les divergences de côté. La fiabilité justement de l'Algérie auprès de l'ensemble des fractions, mais surtout auprès, comme le disait M. Moussari, auprès du peuple palestinien. Troisièmement, l'expérience algérienne vécue pour l'indépendance. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, avant 1954, il y avait plusieurs partis politiques qui ont fini par donc, se confondre au sein du Front de libération nationale. Et que durant 7 ans, une action commune a permis la libération de l'Algérie. Je crois que c'est aussi autour de l'OLP que veut aller l'Algérie et que les fractions maintenant ont compris. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la diplomatie dans l'ombre. Depuis janvier jusqu'au mois de septembre, il y a eu un travail de fourmi extraordinaire qui a été fait auprès des fractions, mais auprès de certains États arabes aussi. Il faut noter qu'auprès de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui ont aussi aidé l'Algérie dans son œuvre avec les fractions, l'ensemble des Palestiniens, et qu'aujourd'hui, cette signature de déclaration est l'aboutissement d'un travail de fond. Oui. Et c'est parce que aussi, ça a été loin des Lumières. Et que, discrète, une diplomatie discrète. Donc on revient à cette action qu'on appelait l'Algérie les rois de la diplomatie dans l'ombre. Oui. Je crois que c'est ce qui a aidé le plus. C'est ce qui a aidé aujourd'hui ces factions
a signé cette déclaration d'Alger et lors de la cérémonie de signature, le président de la République, Al-Majid Tebboune, était présent évidemment et il rappellera justement que c'est à Alger que la reconnaissance officielle de l'État de Palestine s'est faite en 1988 et qu'il espère qu'un État palestinien libre et souverain dans ses frontières de 1967 avec Al-Quds pour capitale sera bientôt visible. On l'écoute. بسم الله الرحمن الرحيم كلمتين فقط أن نتذكر ما يقارب 40 سنة خلت في نفس القاعة وتحت نفس السقف وأعلن من طرف المجاهد المناضل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات أعلن قيام الدولة الفلسطينية مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات الحمد لله اليوم يوم تاريخي رجعت المياه إلى مجاريها شاكر لكل الحضور كل المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين بكل فصائلهم أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري هنيئا لنا أتمنى إن شاء الله أن عن قريب نرى حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. Monsieur Sidaoui, je voudrais que vous réagissiez sur cette déclaration du président de la République et finalement comme s'il y avait une sorte de boucle qui vient d'être bouclée avec la proclamation de l'État de Palestine, on disait en novembre, le 15 novembre 88, et aujourd'hui cette déclaration d'Alger, cet accord entre toutes les factions, toutes les sensibilités politiques palestiniennes qui s'engagent à s'unifier pour aller de l'avant, pour lutter ensemble. Comment vous faites aujourd'hui ce parallèle? Moi, je pense que l'approche algérienne, qui est toujours à la fois patriotique et pragmatique aussi, ça veut dire réaliste, est une stratégie payante, que ce soit à long terme, à moyen terme, à court terme. Les Palestiniens l'ont bien compris en Algérie. C'était toujours la même approche vis-à-vis des Libyens. La solution doit être libyenne et non pas étrangère. Vis-à-vis des Arabes aussi, il y a des querelles entre des États arabes, des différences. La solution doit être arabo-arabe. Pour les Palestiniens, la solution doit être palestinienne. Donc c'est ça cette approche, comme je vous ai dit, à la fois patriotique évidemment, parce qu'il y a l'héritage symbolique du 1er novembre 1954, et aussi pragmatique, ça veut dire faisable. Évidemment, l'État palestinien avec le feu Yasser Arafat, Allah yarhamou, Moujahid Yasser Arafat, je le connais personnellement aussi, c'est en Algérie qu'on a proclamé l'État palestinien. Y a-t-il un rapport entre ce qu'a fait l'Algérie pour la Palestine et la décennie noire? Peut-être oui, parce que l'Algérie, à mon avis, était toujours visée par certains cercles sionistes en Occident. Et les derniers sont les 27, évidemment, sénateurs américains. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent inconditionnellement la cause palestinienne et en plus offrent les solutions, comme je l'ai dit, patriotiques et pragmatiques. Et l'Algérie travaille toujours dans le silence absolu, n'a pas besoin des projecteurs afin d'aboutir à des vrais résultats. Aujourd'hui, on voit bien cette victoire, comme je dis, pour l'Algérie, les Algériens, la Palestine, les Palestiniens et derrière eux tous les Arabes. Kamel Mensari, c'est aussi à Alger, en novembre 1973, à la conférence arabe d'Alger, que l'OLP a été confirmé comme l'unique représentant du peuple palestinien, ce qui est toujours le cas. L'Algérie a présenté, au cours de cette médiation, qui a duré donc presque un an, plusieurs mois en tout cas, présenter une vision globale analysant tous les aspects de la division palestinienne avec des médiateurs, des diplomates connaissant parfaitement, des spécialistes du dossier palestinien. Quels ont été, selon vous, les points de ralliement
entre les factions aujourd'hui palestiniennes, principalement le Fatah et le Hamas, dont on connaît les points de discorde essentiels. Bien évidemment, a été sur le point de discorde le plus important, et c'était la question de la légitimité. Donc le problème s'est posé déjà en 2007, il s'est posé une nouvelle fois en 2013, lorsqu'il y a eu la nomination de Hamdallah à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre de 2013 jusqu'à 2019. Donc c'était la période cruciale, charnière, qui devait servir à mettre fin à la discorde interpalestinienne du moment que Hamdallah était un indépendant. Donc on a cru à cette époque-là que les scissions interpalestiniennes étaient dépassées, mais en réalité non. Donc il y a eu encore une fois, mais il ne faut pas blâmer simplement les Palestiniens parce qu'il y a eu l'exacerbation de la situation voulue par Israël. Elle a profité de cette division pour arriver à ça. Si on revient à la question de l'OLP, c'était justement pour qu'il y ait une adhésion entière et complète de toutes les factions palestiniennes, il fallait bien évidemment réformer les structures de l'OLP. C'est ce que réclame le Hamas d'ailleurs. Hamas le réclame. Pour adhérer à l'OLP avec les djihad islamiques. Parce que pas simplement, même le FPLP s'était retiré, c'est-à-dire il s'était retiré à un moment donné au temps de Naïf Hawatmeh, et puis il y a eu même au sein de Fatah, une discorde très forte. Les historiques du Hamas se sont pratiquement, même Arafat a eu des divergences, enfin il y a eu un mouvement au sein de Fatah qui était contre les accords d'Oslo, et puis c'est là où Arafat en 2002 a justement endossé l'intifada en créant, grâce à Marwan Barghouti, en créant les phalanges de Quds, tu vois, les martyrs d'Al-Quds. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, les scissions se sont exacerbées à cause du fait qu'il n'y avait pas d'abord la question de légitimité n'était pas encore tranchée. Le Hamas se disait qu'il était légitime depuis janvier 2006 en raison de sa victoire aux élections législatives. Donc il avait tous les droits et il s'estime qu'il a été volé de sa légitimité. Donc le Parlement était carrément sous sa main, puis il y a eu cette opération à laquelle ont participé Dahlan pour la mise à l'écart de tous les cadres, et ils ont aujourd'hui, la plupart étaient à l'époque emprisonnés, notamment le président du Conseil législatif palestinien. C'était une première, il faut le rappeler, en 2006. Oui, maintenant, c'était une première que le Hamas rafle autant. Et en plus avec une reconnaissance européenne, parce que les élections ont été surveillées par l'Union européenne, et c'est la première fois. C'était les deuxièmes scrutins dans l'histoire de la République, enfin de la Palestine. De la Palestine, oui. Et surtout le fait que, parce qu'il faut rappeler une chose, que à cette époque-là, l'autorité palestinienne, elle était la cible d'articles d'une campagne violente contre elle, l'accusant de corruption, donc on a préparé, comme si on a tout fait pour préparer le terrain à Hamas. Donc toute la population s'est jetée dans les bras du Hamas, mais c'est pas ça le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que est-ce que la réforme des structures telles que dictées dans les 9 recommandations et de recommandations de la déclaration d'Alger, elle y figure justement. Donc c'est un point de ralliement important. Parce qu'il y a mais il y a un timing, il y a un délai. D'abord pour les élections, une année, pour les présidentielles, c'est-à-dire les élections générales, une année. Donc une année, c'est pour un peuple qui aujourd'hui, s'il ne bénéficie pas de protection et d'aide, ça sera difficile. Il faudrait aussi dire une chose, que l'accord d'Alger, ce n'est pas pour que l'Algérie en soit fière elle seule. L'Algérie prépare le terrain pour la Ligue arabe aussi. Il faut pas, c'est un dossier qu'elle le plie. Il est plié, l'Algérie prépare le terrain pour la Ligue arabe. Écoutez, les factions palestiniennes sont OK. Donc on ne peut pas échapper à cette question lors du sommet. On va revenir à la Ligue arabe. Je voudrais qu'on explique ce qui se passe entre les factions palestiniennes aujourd'hui. Non, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Cet accord veut dire peut-être la fin de la division. Non, c'est signé. En principe, c'est signé quand vous êtes un engagement. Non, mais il y a un point nouveau, c'est qu'il y a un comité de suivi qui va veiller, et non pas au départ. L'idée était qu'elle soit algéro-palestinienne. Les Algériens ont refusé. Ils ont dit qu'il faudrait impliquer tous les pays arabes. Donc le comité de suivi est algéro-arabe.
Bien sûr, ça sera présidé par l'Algérie, mais les mécanismes et toutes les solutions ou tous les obstacles pour être levés seront confiés à la Ligue arabe. Et cette commission-là va être justement désignée lors du sommet. L'Algérie ne va pas elle-même désigner les membres de ce comité arabe, mais c'est la Ligue arabe qui va le faire. Donc l'inscription dans l'agenda de la Ligue arabe de la question palestinienne est acquise d'office, de facto, du moment que le problème a été réglé. Donc l'Algérie, elle règle un problème, elle facilite la tâche à la Ligue arabe, et donc la Ligue arabe ne peut pas se dérober face à un succès pareil. Donc le terrain est balisé. Abdelkader Soufi, quels sont selon vous, on parle de victoire aujourd'hui, c'est vrai que c'est important au vu des crises et des divisions qu'ont connues les factions palestiniennes. Quels sont les points de ralliement? On en a eu un peu une idée dans la déclaration d'Alger. Au fait, c'est très important d'avoir le premier point parmi les 9, où tout devrait se passer donc selon un dialogue interpalestinien pour régler le conflit. C'est vrai, renouer l'esprit de dialogue et de concertation. La concertation et le dialogue. Et travailler dans l'unité nationale. Ça veut dire que toute action ne doit pas être indépendante et isolée, quelle qu'elle soit. L'action, elle doit être, on va dire, collégiale. Ça, c'est très important. Et que le choix d'accompagnement, que ce soit qui est diligenté par l'Algérie et par les pays arabes, donc je suis sûr que dans cette pensée, il y a certains pays arabes qui sont ciblés pour cet accompagnement, et parce que aussi ils ont un attachement ou un ralliement de certaines factions avec certains pays, et qui devraient donc participer dans la dissipation de différends s'il y a eu dans l'avenir, mais surtout pour assurer et garantir la feuille de route qui a été tracée jusqu'aux élections présidentielles, et pour que aussi... Alors c'est un peu une feuille de route, cette déclaration d'Alger. C'est une feuille de route. C'est une feuille de route pour aboutir donc jusqu'aux élections présidentielles, parce que comme le disait donc M. Moussari, et à un moment où Hamas avait gagné les élections et qu'il s'est vu voler pratiquement cette victoire, on ne veut pas revenir à ça, et parce qu'aujourd'hui on assiste non seulement à un clivage entre les Palestiniens, mais on a une division politique, mais on a une division géographique. On ne parle pas de la Palestine, mais on parle de la bande de Gaza, et on parle de la Cisjordanie. Et c'est inconcevable et impensable que toute la Palestine et toute la question palestinienne, qui était une action arabe, a été vidée de son contenu, et qu'on ne parle que pratiquement du bombardement sur la Cisjordanie ou sur la bande de Gaza, comme si c'était deux Palestines différentes. Et ça fait les affaires de l'entreprise coloniale israélienne, évidemment. Voilà, absolument. Et je crois que cette déclaration est le socle palestinien, mais est le jalon de l'action arabe de demain, parce qu'on ne peut parler d'agenda de la Ligue du sommet arabe si on n'a pas réussi à les réunir. C'est impensable et c'est inconcevable. Je crois que l'ordre du jour est bien mise en place, et l'appareil est bien huilé pour donc aller de l'avant. On va écouter, toujours lors de la cérémonie de la signature de la déclaration d'Alger, il y avait donc Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et Azem El Ahmed, membre du comité exécutif du Fatah. Je vous propose de les écouter. حتى نتخلص من هذا السرطان الخبيث الذي دخل الجسم الفلسطيني، وهو الانقسام، والغريب عن ثقافتنا، والغريب عن بنيتنا وتاريخنا. أنا واثق أمس الرئيس عبد المجيد تبون نقول له شكرا، قال لا أحتاج إلى الشكر، نحن فلسطينيون نقوم بواجبنا. وأنا أقول نحن نشعر بالفعل بالثقة والتفاؤل
أن هذا الإعلان سينفذ، لن يبقى حبرا على ورق. ونحن كحركة فتح نعاهد أن نكون أول المنفذين. اللحظة التاريخية والمجيدة اللي احنا نرى القدس من خلال هذا الاحتفال، وأيضا من على أرض الجزائر إن شاء الله أقرب. ليس لي كلمة، ولكن في هذا المقام الذي تمتزج فيه ثورة الجزائر العظيمة مع مقاومة وجهاد الشعب الفلسطيني، وهذا التاريخ المجيد. واليوم من محاسن الأقدار أن رئيس الجمهورية أيضا اسمه عبد المجيد تبون. اسمحوا لي، ليس أمامنا من كلمة شكر يمكن أن تعبر عن هذه الحالة التي نحن فيها الآن كفلسطينيين، وهو يوم أفراح بالتأكيد في داخل فلسطين والجزائر وفي كل شعوب الأمة العربية. Monsieur Sidaoui, vous êtes toujours avec nous. Je vous demanderai de réagir justement sur les 9 points de base ou les principes de base qui ont donc couronné cette déclaration d'Alger. Il y a des écueils importants qui ont visiblement été levés à travers cette médiation algérienne. Je citerai entre autres donc l'organisation prochaine d'élections générales dans moins d'une année. Il y a aussi l'élection de ce Conseil national palestinien, l'esprit de concertation, de dialogue entre les différentes factions palestiniennes, ce comité de suivi. C'est quelque chose qui va se faire donc par étapes, mais avec à pas sûr. Moi, je pense, oui, c'est une feuille de route réalisable, ça veut dire pragmatique et évidemment dans le cadre patriotique. Donc, c'est faisable et les Palestiniens ont une occasion en or cette fois-ci afin d'en finir avec leur division interne qui a beaucoup affaibli la cause palestinienne. Mais laissez-moi ajouter aussi que l'Algérie a lutté au sein de l'Union africaine contre l'entité sioniste. Contre l'entité sioniste qui voulait être un membre observateur au sein de l'Union africaine. C'est l'Algérie qui a mobilisé les amis de la cause palestinienne, à leur tête la Tunisie du Kais Saïd, qui était un pays frère, ou le Sud-Afrique, afin de casser cette campagne israélienne au sein de l'Union africaine. Et quand l'Algérie lutte contre la présence de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine, c'est en faveur de la cause palestinienne. C'est pour les Palestiniens aussi. C'est une victoire pour les Palestiniens, évidemment, parce que ce sont les premiers concernés. Donc là, on est vers la Mecque des révolutionnaires, Mecque al-Thawar, al-Jazair. Donc là, je pense que cette fois-ci, les Palestiniens ont vraiment une feuille de route faisable, réalisable, aussi dans un cadre régional et mondial très favorable. Sidaoui, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous à partir de Genève. On revient sur le plateau avec vous, Monsieur Soufi. Les partis politiques palestiniens, on disait, ne se sont plus confrontés à l'urne aux échéances électorales depuis 15 ans. C'est quelque chose qui a presque éteint, si on peut dire, la résistance populaire parmi la société palestinienne. Il y a un déficit de légitimité qu'il faut rattraper rapidement aujourd'hui, surtout au sein du Fatah et du Hamas, mais de toutes les factions palestiniennes, évidemment. Moi, je crois que qu'importe celui qui sortira gagnant de l'urne, le plus important, c'est qu'on arrive à cette unité nationale de consensus où tout le monde reconnaît d'abord le gouvernement prochain, la légitimité, mais je pense qu'il y aura quand même une représentation, une représentativité de l'ensemble des fractions, surtout de l'ensemble du territoire palestinien, au sein d'un groupe qui œuvrera pour l'unité nationale, qui œuvrera
sous la coupe de l'OLP, mais surtout qui fera face à l'entité sioniste communément et qui aidera quelque part le groupe arabe à pouvoir défendre cette cause palestinienne à l'international, pourquoi pas, avec ce que peut avoir justement cette entité arabe réunie comme carte à jouer de pression, notamment. Nous savons que nous parlons d'un territoire de 14 millions de kilomètres carrés, d'un demi-milliard d'habitants, mais surtout d'une économie, d'une carte énergétique, de passage maritime vers les grandes étendues d'eau, d'où le passage de l'économie mondiale. Là, il y a une carte vraiment importante à jouer à l'international. Très bien. Kamel Mensari, cette déclaration d'Alger, et ce sera ma dernière question sur ça particulièrement, on a l'impression qu'il y a la volonté de, ranimer aussi le système politique palestinien, dont il ne reste pas grand-chose à travers, on l'a vu, tenir des sessions de l'OLP, redynamiser ses institutions, élire un conseil national palestinien. Il y a la volonté de ranimer et de redynamiser les institutions palestiniennes qui ont été vidées de leur sens aussi. Tout à fait. Depuis la création du Conseil national palestinien en 1964, il n'y a pas eu une participation parce que le Conseil national palestinien englobe toutes les factions palestiniennes et les Palestiniens de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ils sont un peu partout, les Palestiniens. Ils sont en Syrie, en Liban, en Algérie aussi, partout dans le monde. Donc tous les exilés palestiniens sont représentés dans le Conseil national palestinien, ce qui compte 422 membres. Donc aujourd'hui, ce conseil-là, qui est d'habitude participé à la prise des décisions ou sinon à orienter la politique générale palestinienne, est aujourd'hui paralysée, sclérosée, c'est-à-dire dans un état de léthargie, n'a pas été réactivée. Du moment, comment voulez-vous que s'il n'y a pas un gouvernement d'union nationale, comment les autres structures peuvent-elles activer ou sinon avoir un rôle important, surtout si ce CNP lui-même est touché par des discordes, par des divergences, parce qu'il ne faut pas oublier que les approches palestiniennes au sein du CNP, elles sont divergentes et elles sont multiformes. Donc il y a toutes les tendances politiques au sein du CNP. Mais ça reste quand même que c'est un organe dont les membres sont élus par toutes les représentations palestiniennes à l'intérieur ou à l'étranger. Donc c'est ceci d'un point. De l'autre côté, aujourd'hui, si la question palestinienne veut transcender ces divergences, il faudrait réactiver justement ces mécanismes. Vous le citez, mais comment? D'abord, il y a cette timing, il y a un deadline, il y a une année. Donc le deadline est important. Les élections générales. Il faudrait rappeler que la présidence de l'autorité palestinienne est dans un état d'illégitimité, mais force est de constater que la situation a voulu que Abou Mazen reste au poste depuis 2014. Donc il a consommé ses 2 mandats. Maintenant, de 2014 aujourd'hui, il prolonge un mandat qui est contesté. Et c'est ce qui a justement accentué la discorde interpalestinienne. D'un côté, il y a une situation d'illégalité, et de l'autre côté, le Hamas se déclare comme victime d'une politique d'exclusion voulue et à laquelle ont participé quelques dirigeants palestiniens. Il ne faut pas oublier que depuis la deuxième intifada, jusqu'à 2013, la situation était qu'au sein du Fatah, il y a eu disparition de pas mal de cadres. Marwan Barghouti, qui était le secrétaire général du Fatah, ce qu'on appelle l'homme clé de Arafat, a été écarté et est aujourd'hui en prison. Et c'est pour ça que la possibilité de réunir les Palestiniens, parce que quelle était la demande des Palestiniens, surtout à travers la feuille des prisonniers, ce qu'on appelle le document des prisonniers qui a été présenté en 2005, il disait quoi? Que tous les Palestiniens, y compris qui sont en prison, doivent participer à la prise de décision. Et si on revient à tous les documents qui ont été signés depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on retrouve la même formule, pratiquement les mêmes formulations, à quelques exceptions. Mais quelle est la différence? On a parlé des élections dans toutes les déclarations précédentes, de la réactivation de l'OLP. Ça existe, tous ces points-là sont énumérés auparavant. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui,
Mais quelle est la différence? Quelle est la nouveauté? C'est qu'il n'y avait pas de mécanisme. Et aujourd'hui, on a des mécanismes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dérober de ne pas suivre et de ne pas appliquer ces recommandations de l'accord, de la déclaration d'Alger, parce qu'il y a une équipe qui va suivre. C'est ce qui a manqué à toutes les autres. On a fait des... à l'image de ce qui a été fait au Mali. On a signé des accords, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, pour la première fois, le djihad qui célèbre aujourd'hui, ces jours-ci, son 35e anniversaire de sa création, a envoyé ses représentants, mais il a dit une chose, qu'il était prêt. C'est vrai qu'il a il a changé sa méthode de résistance face à Israël. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu, depuis quelques jours, 4 soldats israéliens ont été tués par le djihad, et en même temps, il ne lâche pas l'option de paix ou bien l'option politique qui concerne les Palestiniens eux-mêmes. Il est prêt à participer à un gouvernement. Donc la volonté existe, il manque les mécanismes. Mais pour que les mécanismes soient concrétisés et mis en place, il faudrait des comités de suivi. Et surtout un appui arabe. On ne peut pas... Alors, justement, je vais vous poser la question sur la Ligue arabe, puisque ce dossier de la réconciliation, vous le dites vous-même, il est plié. Par Alger, c'est une victoire, c'est très bien. Mais en dehors de l'Algérie et de la Jordanie, les soutiens traditionnels à la cause palestinienne, comme la Tunisie, le Yémen, la Syrie, l'Irak ou le Liban, sont soit en pleine crise politique ou socio-économique, ou carrément en guerre pour le Yémen. Alors, sur qui pourront ou peuvent compter les Palestiniens au sein de la Ligue arabe? Aujourd'hui, il y a une réalité. C'est-à-dire, supposons que cette réunion s'est soldée par un échec. Quelle aurait été l'option pour la Ligue arabe? C'est-à-dire qu'il était impossible de réconcilier les Palestiniens. On aurait parlé des accords d'Abraham. C'est là où on aurait dit qu'il faudrait aller vers une normalisation avec Israël, puisqu'il n'y a plus d'espoir sur la question palestinienne. On va parler des accords d'Abraham qui deviennent dans aujourd'hui, si les Palestiniens ont accepté tous de signer c'est une question de survival mode. Ils sont en mode de survie. Ils ne peuvent en aucun cas se dérober et ne pas accepter. C'était pas simplement la question de la dernière chance. C'est une question de survie. La réunification des rangs était nécessaire pour pouvoir dire aux Israéliens et aux Arabes qui sont en train de normaliser que la question palestinienne n'est pas morte. Bien sûr, grâce à l'effort de l'Algérie. C'est une deuxième fois. Et en plus, l'Algérie, elle a réalisé un vœu d'Arafat en 2002. C'était lui qui avait parlé le premier de l'unification des rangs palestiniens. L'Algérie exauce son vœu. Maintenant, c'est comme si Arafat a exaucé à titre posthume son vœu. C'est celui de voir les Palestiniens réunis. Il a milité pour ça parce qu'à partir des accords d'Oslo, il y a eu des divergences énormes et il a parlé pour la première fois de la réunification des rangs. Il l'a dit avant son assassinat, bien évidemment. Il a appelé à Beyrouth, lors du sommet de 2003, à la réunification de la cause palestinienne, c'est-à-dire tous les rangs palestiniens, parce que l'intifada a échappé à Fatah, elle a été prise en charge par le Hamas, donc que ce soit en Cisjordanie ou bien à Gaza. Donc il y a une force qui monte et que Arafat a dit qu'il faudrait mettre fin à la discorde parce que une révolution sans le Fatah était impossible, donc il faut réunifier. Donc l'Algérie permet à Arafat d'exaucer un vœu à titre posthume. C'est important du moment que maintenant aller vers le sommet de la Ligue arabe, on a un dossier et on va mettre les pays arabes devant leurs responsabilités historiques et vis-à-vis d'un peuple opprimé depuis 1947. Oui. Et aujourd'hui, personne au sein des pays arabes ne peut dire qu'on ne peut pas travailler avec les Palestiniens. Il y a une feuille, il y a des mécanismes et surtout, ils vont devoir désigner un comité de suivi. La responsabilité n'incombera plus à l'Algérie, mais aux pays arabes aussi. Donc les pays arabes, Khaled Soufi, vont devoir plancher sur ce dossier palestinien. Quels pourraient être les soutiens aujourd'hui, en dehors des pays qui sont en crise, évidemment? Moi, je crois que l'intelligence qui a été le secret de la réussite de cette action-là réside d'abord en mettant en échec les accords d'Abraham. Ensuite, d'avoir tenu l'ensemble des factions par la signature des accords un à un et en public. Ça veut dire que tout le monde s'est engagé à respecter cette feuille de route.
ensuite à mettre les pays arabes devant leurs responsabilités politiques pour que cette action réussisse. Donc autant d'éléments importants qui font que demain, au sommet arabe, l'ensemble des pays arabes donc, seront mis devant leurs responsabilités par rapport à deux questions. D'abord, l'engagement vis-à-vis de la Palestine et la question donc le retour aux frontières de 67 avec la capitale El-Quds. Et ensuite, Jérusalem. Et ensuite, donc quelque part, c'est un revers, c'est un échec par rapport à cette action qui a été emmenée individuellement dans les accords d'Abraham ou dans la normalisation. Alors justement, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Faiz Abou Aïta, qui dit justement espérer que l'initiative de paix arabe figure parmi les conclusions du sommet d'Alger, où il sera procédé à la criminalisation de ces accords d'Abraham jusqu'à la fin de l'occupation sioniste et l'établissement d'un État palestinien. Est-ce que ça vous semble possible, Kamal Mansaray? Non, difficile. Non, il faut être réaliste, bien évidemment. Les accords d'Abraham. Vous parlez d'échec des accords d'Abraham aujourd'hui. Mais pour remettre en cause ces accords, ça n'a rien à voir avec quand on lit les clauses des accords d'Abraham. Ils ne ciblent pas directement la cause palestinienne, mais ce sont entre États. Donc, il y a certes un aspect religieux qui plane sur la question des accords d'Abraham, mais en même temps, ça n'empêche pas, c'est-à-dire ça n'engage pas la Ligue arabe, encore moins un État comme l'Algérie ou un autre. Donc, c'est un accord bilatéral entre les États. Mais il y a une course à la normalisation. Bien sûr, bien sûr. Ce qui s'est passé au Maroc, aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui s'est passé au Maroc, c'est du troc entre deux colonisations, c'est-à-dire un colon qui accepte une colonisation. Lui, il est colonisé pour qu'on légitimise sa colonisation du Sahara occidental. Il accepte qu'Israël occupe la Palestine. C'est ça ce qui est le danger dans les accords d'Abraham, c'est quoi? C'est d'occulter toute question palestinienne, d'occulter toute résistance et d'occulter et de passer à ce qu'on appelle une normalisation par les accords bilatéraux, commerciaux et tout. C'est différent avec la proposition faite par le roi Abdallah d'Arabie Saoudite en 2003 au sommet de Beyrouth, en 2002 au sommet de Beyrouth, lorsque lui, il était déjà émir, pas encore roi. Donc, c'était la paix, la terre contre la paix. Aujourd'hui, si le président de la République parle d'une naissance d'un État palestinien avec les frontières de juin 67, parce que c'est ça, là, les résolutions de l'ONU étaient basées sur ça, y compris le travail du quartet onusien. Il était question de revenir depuis l'accord de l'Aqaba en 2003 en Jordanie jusqu'à aujourd'hui. L'objectif est de faire en sorte à ce que la paix revienne, terre contre la paix. C'était ça le leitmotiv, et en même temps, si cette réalité se concentrait, et l'Algérie l'avait rappelé récemment, c'est-à-dire que nous sommes prêts à participer à toute solution dans la crise israélo-palestinienne, et à condition qu'on revienne aux résolutions de 42, on revienne à la question de deux États distincts avec la Palestine, leur capitale Al-Quds, et à ce moment-là, on pourra envisager une sorte de solution globale qui englobera tout le pays arabe sur la question israélienne. Mais il faudrait ne pas oublier une chose, que l'Algérie, en dépit du fait que... Il ne faut pas oublier que nous sommes en état de guerre avec Israël depuis 1973. On n'a pas signé d'armistice. On n'a pas signé d'armistice, donc on ne peut pas reconnaître cet État. Donc pour reconnaître cet État, il faudrait d'abord que les Palestiniens décident d'eux-mêmes de leur devenir, et en même temps qu'on aboutisse à l'avènement d'un État
palestinien indépendant avec ses terres de juin 67. Et à ce moment-là, l'Algérie pourra décider de ce qu'elle doit faire avec Israël. Mais même si on aboutit à ça, c'est pas joué d'avance puisque l'Algérie n'a pas encore signé d'armistice avec Israël puisque nous sommes en état de guerre depuis 113. C'est pour ça que lorsqu'on voit un sportif refuser, parce qu'on est en état de guerre, ce n'est pas une décision de ce qu'on appelle à l'emporte-pièce, c'est-à-dire à tue-tête. Donc c'est un coup de tête. On est en état de guerre avec Israël. Abdelkader Sofi, je voudrais qu'on termine là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer sortir avec une résolution forte concernant le dossier palestinien, évidemment, de ce sommet d'Alger, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui? Ce sommet d'Alger. De ce sommet, oui, du 1er novembre. Oui, mais c'est clair. Je crois que les dés sont jetés et la question est claire. Là, nous parlons maintenant de la prochaine échéance qui est le sommet arabe. C'est mettre les pays arabes devant... Nous parlons du sommet arabe, voilà. évidemment. Donc, je parlais de la résolution du sommet du 1er novembre. C'est mettre les pays arabes devant leurs responsabilités parce que l'ensemble des pays arabes reconnaissent. Ça veut dire que les accords à deux États, donc la convention, ce qui a été convenu, une solution à deux États, Palestine avec les frontières de 67 et la capitale Quds, y compris ceux qui ont normalisé, parce que demain ils n'ont plus besoin de normaliser, puisque les Palestiniens eux-mêmes sont maintenant soudés et qu'on va vers cette solution et ils vont devoir défendre cette solution. Et comme le disait là, nous sommes en état de guerre contre une entité, parce que du moment qu'on ne reconnaît pas, on ne prononce même pas le nom qu'ils se sont donnés au sein à l'international. Nous parlons d'une entité sioniste qui s'est accaparée donc d'un territoire qui n'est pas sien, et que si on devrait composer avec cette entité, qu'elle revienne à la normale et qu'elle doit cesser de faire cette politique d'apartheid, d'oppression contre un peuple et contre ces territoires, et revenir aux frontières qui sont reconnues. Abdelkader Sofi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue et enseignant universitaire. Merci à vous, Kamel Mensari, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous spécial de Vision. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes et à bientôt.